Merci à tous, bonsoir. En cherchant une idée là, pour cette intervention il y a quelques semaines, j'ai regardé de quoi j'avais beaucoup parlé ces derniers temps. J'avais parlé beaucoup de transformation digitale du commerce, de l'innovation dans le commerce. Et ça m'a fait développer un point de vue et je me suis rendu compte que ce point de vue-là, avait une valeur dans bien d'autres domaines que le commerce. Donc moi j'ai 44 ans, je suis passionné de technologie, je programme depuis que j'ai 10 ans et très tôt j'ai voulu entreprendre, j'ai voulu créer des choses. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai créé 2 belles startups qui se sont développées pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai quitté l'univers des startups, mais pour le retrouver dans l'univers de l'entreprise. Et vu mon profil qui était à la fois tech et business, parce que j'avais quand même dû m'intéresser aux clients, je me suis retrouvé vite sur des problématiques de transformation. Une première fois au sein du groupe Sage, où je les aidais à passer dans l'univers du cloud entre 2010 et 2014. Et un peu plus tard, au sein du groupe Beaumanoir, un groupe de commerce malouin, c'est les marques Cache-Cache, Bonobo, pour qui j'ai créé un incubateur spécialisé dans les startups du commerce. Bref, j'ai passé 20 ans en fait, dans les startups et aussi à m'interroger à quelles recettes on pouvait réutiliser dans des activités plus traditionnelles. Et ce que j'ai découvert, à chaque fois qu'on m'interrogeait sur une problématique de transformation, ça démarrait on veut développer telle nouvelle application ou tel nouvel algorithme, ou alors on veut disrupter le marché, avoir une approche complètement différente. Moi, en général, je ne connaissais rien au domaine, donc je commençais par aller voir les clients en boutique ou dans les entreprises, à discuter avec eux. Mais ce que je me rendais compte, c'est que les basiques du commerce sur la relation client, les offres produits, n'étaient pas toujours là. Et donc, je faisais mon rapport d'étonnement, et là, c'était des situations un petit peu paradoxales, parce qu'on me parlait d'innovation, et moi, je répondais service client. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les grands groupes, quand ils voulaient copier les startups, ce qu'ils cherchaient surtout à copier, c'était la technologie et les nouvelles applications, au lieu de copier ce qui fait le cœur d'une startup, c'est-à-dire l'obsession d'aller résoudre un problème pour le client et de générer de l'enchantement en fait, chez ce client. Et c'est ce qui m'a fait développer ce point de vue que je veux partager aujourd'hui avec vous. Donc en fait, pourquoi les startups elles ont cette obsession? C'est assez simple, parce qu'en fait, si elles ne l'ont pas, elles meurent ou elles n'existent pas. Parce qu'à un moment donné, personne ne les attend sur le marché. Airbnb, quand ils arrivent sur le marché de l'hôtellerie, il n'y a pas 20 millions de clients qui les attendent. Donc ils doivent bien trouver un problème à résoudre et le résoudre mieux que les autres. D'ailleurs, au passage, le problème qu'a résolu ou qu'a choisi de résoudre Airbnb, ce n'est pas un problème chez le consommateur final, c'est un problème chez les gens qui cherchaient un revenu complémentaire et qui voulaient monétiser une partie de leur logement, notamment des étudiants. Donc eux, ils ont tout décortiqué, le besoin, la psychologie de ces personnes, ils ont construit la solution pour eux et c'est devenu Airbnb après, quoi. Donc en fait, la start-up, sa raison d'être, c'est d'être à la recherche d'un problème client, de le résoudre mieux que les autres et de créer de l'enchantement. Et c'est pour ça que les startups qui démarrent, c'est souvent sur des marchés où il y a une forte insatisfaction des clients. En ce moment, c'est le monde de la santé. Là, il y a des startups qui sont en train de dérouler sur le thème de la relation patient-médecin avec la prise de rendez-vous. Ça, c'est un domaine où il y a encore une insatisfaction qui est ultra forte. Les startups, c'est aussi parce qu'elles partent en fait, de cette idée de résoudre un problème pour le client qu'elles arrivent à innover, parce qu'elles se posent la bonne question. Vous connaissez en fait l'histoire des ascenseurs, avec pourquoi est-ce qu'il y a des miroirs dans les ascenseurs. Quand les ascenseurs sont apparus, ça a généré une problématique d'attente, donc les ingénieurs ont cherché une solution. Donc il y avait la solution d'accélérer les ascenseurs, mais en regardant vraiment la problématique des utilisateurs, ils se sont rendus compte que c'était surtout un problème de perception de l'attente. Les gens s'ennuyaient dans l'ascenseur. Et les miroirs, c'est une solution qui permet, voilà, on va regarder, remettre sa mèche, sa cravate, se regarder un petit peu. C'est une solution ultra astucieuse pour résoudre le problème du client. Pour vous donner une anecdote, une banque, il y a quelques années, donc la directrice générale d'une filiale me demande mais comment on peut faire revenir les clients en agence? Ça, c'est la problématique. C'est une question qui est posée complètement à l'envers. C'est une question qui est posée par rapport aux contraintes de l'entreprise. Ce n'est pas du tout pour résoudre un problème du client, c'est pour résoudre un problème de l'entreprise. Donc on a parlé de technologie. Je ne dis pas que les startups ne maîtrisent pas la technologie, mais elles l'utilisent astucieusement pour aller générer de l'enchantement chez les clients. Ça, c'est leur but. Ce n'est pas la tech pour la tech, c'est pour aller générer de l'enchantement chez le client. Et l'enchantement, c'est quoi? C'est quand vous vous dites « Waouh, mais c'est incroyable !» qu'ils aient pensé à moi à ce point-là, qu'ils aient compris à ce point-là mon problème. C'est quand vous êtes bluffé par la solution. Il y a quelques temps, j'ai passé une commande sur Amazon au moment de la Coupe du Monde avec les albums Panini, puis on a commandé le mauvais modèle, donc il fallait le renvoyer. J'ai demandé le retour.
Et la réponse d'Amazon via la petite app en moins de 10 minutes, ça a été votre problématique est traitée, nous allons vous rembourser. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont même pas demandé d'aller rendre, en fait, d'aller retourner l'album. Donc moi, j'étais hyper content parce que ça m'évitait de trouver un point relais et quelques dizaines de minutes perdues. Mon fils était hyper content parce qu'il m'a tout de suite dit c'est cool, on va le revendre sur le bon coin. Mais ça, voilà, ça c'est un exemple d'enchantement. Autre exemple avec Birchbox, si vous connaissez les boîtes de cosmétiques en souscription, une amie à moi me disait je sais que c'est moi qui l'ai commandé, mais quand je la reçois, l'expérience est tellement bien faite que j'ai l'impression que c'est un cadeau de quelqu'un. En fait. Donc quand vous êtes à ce niveau-là, là vous créez de l'enchantement. On ne parle même plus de satisfaction. La satisfaction c'est fini. Là on parle du niveau au-dessus. Alors qu'est-ce qu'elles en font en fait, cette obsession de fabriquer de l'enchantement, les startups? Leur outil, c'est de l'expérience utilisateur. En 2 mots, l'expérience utilisateur, ce n'est pas votre site web, c'est pas ce que vous fabriquez, c'est ce que les clients vivent avec vous. C'est ce qui leur reste en mémoire, c'est l'ensemble de toutes les émotions qu'ils ont vécues dans les échanges avec vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà qui peut commencer largement avant qu'ils soient entrés en relation avec vous. Un client, s'il appelle votre call center, peut-être qu'il a déjà perdu 10, 15, 20 minutes à trouver votre rendez-vous. S'il vient chez vous, il a eu des problèmes pour se garer. Ça continue après aussi. Moi, je me rappelle d'une expérience. J'achète une canne à pêche, tout se passe bien, super conseil, le matos, nickel. Je fais ma première partie de pêche avec mon fils. Je fais mon premier lancer. Et le moulinet est parti à l'eau. Il y a 200 mètres de fil qui sont déroulés. Et c'est parce que le vendeur avait mal serré le moulinet sur la canne. Ça fait partie de l'expérience client. C'est aussi quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que 2 personnes dans la même situation vont vivre des choses complètement différentes. Une même personne, à 2 moments différents, peut avoir des réactions complètement différentes. L'expérience client, comment on la fabrique? Comment font ces startups en fait, pour gérer cette expérience client? On a vu que c'est un sujet très psychologique. Donc en fait, dans leurs équipes, ils ont des ethnologues, des psys, des designers, et tous ces gens-là, ils s'occupent de découper l'expérience en petits bouts, en partant du début, en allant jusqu'à la fin, et en mappant toutes les émotions en fait, des clients. Et à chacun des moments, ils essayent de trouver les solutions. Une boîte qui a fait ça super bien, et c'est un exemple un petit peu bateau, mais néanmoins super intéressant sur le découpage des émotions, c'est Uber avec la commande de taxi. La commande de taxi, je pense, c'est un des process les plus anxiogènes qui existe parce que vous vous posez 10 000 questions. Est-ce que je dois me déplacer pour trouver un taxi, aller à la borne, commander la centrale? Est-ce qu'il va arriver? Combien ça va me coûter? Est-ce que je serai à l'heure? Donc vous avez déjà, avant même de monter dans le taxi, 10 000 questions. Avec l'expérience d'Uber, vous lancez l'application, vous dites où vous voulez aller. En quelques secondes, vous avez une estimation du prix, une estimation du délai. Et au moment où vous doutiez avant si le chauffeur allait arriver alors que vous l'avez commandé, là, vous le voyez arriver, la petite voiture noire sur la carte. Donc pour arriver à là, ils ont décodé en fait tout ce que vous ressentiez en termes d'inquiétude et de frustration, et ils ont imaginé les solutions pour ça. Un autre facteur d'anxiété dans le taxi, c'est le paiement et le moment où vous devez discuter, voire rentrer en conflit avec le chauffeur sur l'histoire de la carte bleue. Uber a effacé le paiement en fait. Vous descendez du taxi, vous recevez un petit reçu comme quoi vous avez été facturé parce que votre carte bleue était déjà en fait dans l'application. Donc tout ça, c'est pas des choses qu'ils ont fait au hasard, c'est des choses qu'ils ont fait en découpant soigneusement l'expérience actuelle de la commande de taxi et en trouvant des solutions astucieuses. Et c'est après qu'ils ont développé beaucoup de technologies en fait pour faire tout ça. Donc générer de l'enchantement dans l'expérience utilisateur, c'est beaucoup de petites attentions. Donc c'est des petites attentions mises en face de moments clés de l'utilisateur où il a une frustration, un doute, une question. Et ça peut être des tout petits détails. Dans Netflix, quand vous passez d'un appareil à l'autre ou quand vous reprenez une série à 2 jours d'intervalle, il va vous faire revenir exactement au moment où vous étiez. Quand vous passez à l'épisode suivant, il va sauter en fait toute la partie générique. C'est plein de petits détails comme ça qui fabriquent cet enchantement. Qu'est-ce que ça change que tous ces gens n'arrêtent pas de travailler à améliorer les expériences utilisateurs? Vous avez toutes ces startups dans le monde qui ont des types payés plein temps pour aller analyser ce que vous pensez et répondre au moindre de vos problèmes. Ils fabriquent les solutions. Ces solutions, vous les retrouvez dans vos smartphones, sur vos ordinateurs. Tout ça, ça fabrique des clients ultra exigeants aujourd'hui.
Les clients que vous avez dans la rue, dans vos entreprises, qu'ils soient sur des activités B2C ou sur des activités B2B, ils ont un niveau d'exigence incroyable. Je discutais avec un ami à moi qui tient une boutique de literie. Aujourd'hui, comme tous les clients ont vu des pubs pour les matelas à vendre sur Internet, les Casper, Eve, etc., qui offrent 100 jours de retour gratuit, les gens vont dans une literie aujourd'hui, ils arrivent, ils demandent la même chose aux vendeurs. Et ça, vous allez le prendre partout, tout le temps, et les gens ne reviennent pas en arrière. À partir du moment où ils ont été habitués à une simplicité d'utilisation, à du temps gagné, à du gratuit, quand ils viennent chez vous, en fait, ils ont exactement les mêmes types de demandes. Mais maintenant, c'est aussi une super opportunité parce que les clients sont à la recherche de ça partout, tout le temps. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais dans tous les domaines, et spécialement en B2B, il y a des marges d'optimisation énormes sur les parcours clients. Donc simplement, en vous mettant dans les chaussures de votre client et en regardant ses parcours, les moments où il y a des faiblesses, vous pouvez trouver 10 000 idées d'améliorer et de satisfaire. Et le client accorde beaucoup de valeur à tout ça. Il y a des entreprises qui ont super bien réussi ça. Je vais juste vous donner 3 exemples. Il y en a un, vous pouvez aller regarder, c'est une entreprise qui s'appelle Bonne Gueule. À la base, c'est un blog de mode pour hommes que j'avais suivi ces dernières années dans leur développement et qui est devenu un vrai site de e-commerce. Et eux, ils écrivent plein de choses ultra intéressantes sur le rapport qu'ils ont aux clients. Par exemple, sur le magasin, leur théorie, c'est qu'ils acceptent que quelqu'un rentre dans le magasin sans avoir acheté, mais ils n'acceptent pas que quelqu'un rentre dans le magasin sans avoir reçu un conseil et soit inscrit à leur newsletter et rentre dans la communauté. Il y a plein de choses inspirantes à lire sur leur... Il faut aussi se documenter sur ce qui s'est passé sur les librairies indépendantes aux États-Unis qui ont été un peu massacrées par Amazon il y a quelques années et qui sont en train de se redévelopper à vitesse grand V parce que les gens ont compris qu'ils pouvaient eux aussi, avec leurs moyens, générer de l'enchantement chez leurs clients en faisant de l'événementiel, du social, de la communauté, en faisant de la recommandation ultra personnalisée, en chouchoutant en fait leurs clients. Un autre exemple pour illustrer le propos, c'est Decathlon. Eux, ils ont super bien compris qu'une partie de leur offre, c'était pas juste de vendre des articles de sport, c'était d'occuper en fait une famille sur un moment pendant un samedi après-midi. C'est pour ça que les Decathlon ressemblent de plus en plus à des centres de loisirs avec tout un tas d'activités proposées au-delà de l'aspect commerce. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous approprier ça simplement ? La première chose, c'est de revenir pour moi au basique de toute activité de commerce. En premier lieu, le service client et de s'axer sur tout ce qui permet de gagner du temps ou de créer de la simplicité pour l'utilisateur parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une demande infinie pour tout ça. Et avec des choses toutes simples que vous pouvez appliquer demain, dans beaucoup de startups avec qui je travaille, c'est quelque chose qui marche ultra bien, c'est le fait de répondre très vite à un client. Les clients sont... vous pouvez complètement bluffer un client juste en lui répondant sur un délai plus court que la moyenne. Et ils accordent énormément de valeur à ça. Et c'est un petit peu lié au fait que dans un monde qui est devenu très digital, le contact avec un interlocuteur, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour beaucoup d'utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre très très simplement. Après, la démarche d'expérience client utilisée par les startups, elle est très méthodique, elle est très basée sur de la donnée. Et un des conseils, c'est aussi de démarrer vite, à mesurer l'expérience client. Je ne sais pas si vous avez connaissance du NPS, c'est la petite enquête de satisfaction que vous recevez quand vous avez fait la vidange avec est-ce que vous nous recommanderiez sur une note de 1 à 10 ? Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui se met en place très simplement. Et après, de rentrer dans une démarche, à partir de ce score de satisfaction, à vous remettre dans les pompes de vos clients, décomposer leurs expériences et identifier les axes d'amélioration. À un niveau plus corporate, quelque chose qui permet d'intégrer le changement dont je parle, c'est quelque chose que moi j'appelle le codir digital. Un codir digital ou un COMEX digital, c'est pas un codir qui se passe sur Skype. C'est un codir qui démarre par une première question, qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier ou le trimestre dernier pour améliorer la vie de nos clients, pour que nos clients nous aiment. Des choses extrêmement simples. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Moi, j'ai été ravi de m'exprimer devant vous. Vous avez compris que je ne renie pas la place de la technologie, parce que dans tous les exemples que j'ai donnés, pour être mis en œuvre,
il faut de la technologie. Dans l'exemple d'Amazon dont je parlais, il faut énormément de technologie parce que pour m'offrir l'article, pour m'éviter d'avoir à le rembourser, ça, évidemment, ils ne le font pas à tout le monde. C'est qu'ils ont fait un calcul derrière qui permet de savoir combien je vais leur rapporter sur les prochaines années. Faire ce calcul-là, c'est déjà énormément de technologie. Et dans tous les autres exemples que j'ai donnés, évidemment, dans un deuxième temps, ils ne se résolvent pas sans savoir intégrer de la technologie. Donc mon propos n'était pas du tout celui-là. Mon propos était de dire, il faut de la technologie, mais la première étape, c'est d'abord de se remettre dans l'obsession d'enchanter le client, de lui faire vivre quelque chose d'extraordinaire à tous les moments, en B2C, en B2B, et de là vont découler forcément des projets de mise en œuvre de technologie. Donc si demain vous vous réveillez en vous disant, ou en vous posant comme première question, comment je vais faire cette semaine pour que les clients nous aiment en parlant de l'entreprise, eh ben vous serez déjà en train de vous transformer en une petite start-up. Je vous remercie.